Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Sandra, votre prof de philo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux auteurs à connaître dans le chapitre de la matière et de l'esprit. Alors tout d'abord, commençons par Descartes. Descartes est un grand penseur du rapport entre l'âme et le corps. Disons ici que l'âme, c'est la version plus ancienne du mot esprit. Alors, quelle est la relation que Descartes décrit entre l'âme et l'esprit? Eh bien, c'est une relation de dualisme radical, assez radical, disons. C'est-à-dire que l'âme et le corps sont séparés selon Descartes. Pour quelle raison? Eh bien, il y a un enjeu de destination des âmes. Selon Descartes, si l'on souhaite que notre âme soit immortelle et qu'elle puisse continuer après la mort du corps, eh bien, il faut forcément qu'elle soit séparée du corps. Alors le problème de ce dualisme, Descartes l'a tout de suite saisi, il en connaît les enjeux, c'est la question de l'interface. Comment, alors que l'âme et le corps sont distincts, comment ils vont pouvoir communiquer? Et Descartes s'en rend compte tous les jours, dans les discussions les plus ordinaires, dans la vie quotidienne. Eh bien, on a plus tendance à voir l'union de l'âme et du corps, c'est-à-dire qu'on ne forme qu'une seule et même entité, plutôt que sa division. Alors cela signifie qu'il doit y avoir quelque chose comme une interface qui leur permet d'interagir. Eh bien Descartes situe cette interface dans une partie du cerveau qui s'appelle à son époque, qui n'a plus ce nom-là, la glande pinéale, dont aujourd'hui on ne connaît pas exactement la fonction encore. Et il va dire que c'est dans cette glande pinéale que l'âme et le corps vont pouvoir interagir. Sa solution est un peu fantaisiste, vous serez d'accord avec moi. Leibniz. Pour Leibniz, il y a un dualisme aussi. Même question que Descartes, s'il y a un dualisme, si l'âme et le corps sont séparés, alors il faut qu'il y ait quelque chose qui leur permette d'interagir. Leibniz ne va pas chercher ça dans un élément du corps qui s'appellerait la glande pinéale. Il dit tout simplement, comme il ne peut pas y avoir d'interface, comme il n'est pas possible de faire se rencontrer ces deux entités très distinctes que sont l'âme et le corps, eh bien, il faut forcément aller trouver leur union en dehors de l'humain lui-même. Et la seule personne, la seule entité qui permettrait d'assurer cette correspondance, eh bien, c'est Dieu lui-même, c'est-à-dire cet être infini qui, lui, peut opérer des choses dans sa grande perfection, si vous voulez. Donc il y a une harmonie préétablie par Dieu, c'est-à-dire que Dieu va permettre la correspondance entre ces deux éléments que sont l'âme et le corps. Et s'il y a un parallélisme, on appelle cela comme ça, un parallélisme entre le corps et l'âme, eh bien l'harmonie préétablie voulue par Dieu permettra leur rencontre dans le réel et dans la sensibilité. Et c'est de cette façon-là que Dieu lui-même pourra assurer une prédestination de chacun des parcours particuliers en définissant dès le départ le fonctionnement entre corps et esprit. Bergson est un dualiste aussi, mais c'est un dualiste plus nuancé. C'est un dualiste qui pense le rapport du corps et de l'esprit dans une certaine forme de continuité. Et sa solution est particulièrement intéressante. Ce qu'il voit, Bergson, c'est que effectivement, l'idée va émerger d'une certaine activité neuronale. On a donc bien quelque chose de matériel qui va se faire et l'idée qui va en surgir. Mais ce qu'il nous dit, c'est que si effectivement il y a une activité neuronale, l'idée elle-même, ce n'est plus le neurone, ce n'est plus la matière, il y a bien une idée qui tout à coup devient indépendante de cette matière qui a fonctionné. Donc il y a bien une différence entre la simple matière et ce que la matière peut produire d'immatériel. Eh bien, il faut comprendre un petit peu cette idée comme celle du clou au vêtement. C'est-à-dire que certes, il y a une continuité, le clou va tenir le vêtement, mais en même temps, ce vêtement, il n'est pas le clou. Donc il y a quelque chose d'autre. Et c'est dans ça que Bergson va placer la pensée. Il s'agit donc de penser aussi la possibilité de la liberté, selon Bergson. Évidemment, si l'esprit est réduit à la matière, cela veut dire que comme la matière, il va en subir les lois de la matière, les lois de la causalité. Et si la cause est extérieure à moi, si je ne suis pas ma propre cause, bien entendu, je suis dans un déterminisme, je ne suis pas libre. Ce que peut tout à fait assumer Leibniz, par exemple. Il y a une détermination assez forte. Et bien là, en fait,
il y a dans la pensée une forme de liberté, parce qu'en dehors de la matière qui la produit, il y a quand même la possibilité d'être sa propre cause dans ses choix au quotidien. Et c'est pour ça qu'il dit qu'entre la matière brute et l'esprit, il y a le plus capable de réflexion, c'est-à-dire que c'est la réflexion qui produit la liberté. Il y a toutes les intensités possibles de la mémoire, ou ce qui revient au même, tous les degrés de la liberté. Alors, il y a bien en dehors du mouvement des organes, en dehors du mouvement de la matière, il y a le choix lui-même, il y a l'idée elle-même, et ça, on ne peut pas le réduire à la matière. Ryle est un penseur contemporain. C'est un penseur anglo-saxon. Et les anglo-saxons ont particulièrement interrogé le rapport de la matière à l'esprit, avec souvent des propositions assez originales et pertinentes. Lui, ce qu'il nous dit, c'est que Descartes, il est dans le fantôme, dans la machine. C'est vraiment un paradigme de pensée qui est particulièrement opérant au XVIIe et au XVIIIe siècle, où on s'imagine qu'il y a un fantôme à l'intérieur du corps et que l'esprit est complètement détaché de ce corps. Donc on va aller chercher une interface, donc quelque chose d'un peu délirant. Soit Dieu, soit la glande pinéale, soit autre chose. Alors en fait, pour Ryle, on peut faire un monisme qui n'est pas réductionniste. C'est-à-dire qu'on peut très bien penser à un monisme, c'est-à-dire une union entre l'âme et le corps, mais qui ne soit pas non plus de réduction du corps à l'âme et de l'âme au corps. Ce qu'il nous propose de voir, c'est que dans l'activité quotidienne, lorsque l'on parle à quelqu'un, lorsque l'on échange, lorsque l'on construit des choses avec les autres, finalement, on ne va pas chercher son esprit, on ne se demande pas où est placé son esprit. Sa façon d'être, sa façon de nous parler, sa façon de marcher, d'interagir, c'est déjà son esprit qui s'exprime. Donc l'intérêt, c'est de dire que finalement, l'esprit s'incarne. L'esprit s'incarne au sens où il se met dans la chair. L'esprit devient matière, c'est-à-dire que l'organisation de la matière est faite d'esprit. Il y a donc quelque chose d'intimement lié. Et il nous dira, aller chercher l'esprit dans le corps, c'est comme être dans un campus et se demander où se trouve l'université. C'est la même chose. Finalement, l'un est imbriqué dans l'autre. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre chaîne et à bientôt sur DigiSchool.